Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat. C'est Eric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. On a invité quelqu'un qu'on connaît bien. Il a une petite pièce réservée dans l'appartement, dans notre Igloo. C'est Christophe Ecker. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. Vous êtes expert en crédit immobilier. Et aujourd'hui, on va parler des banques qui, comme la souris, ne sont pas prêteuses. Quelles banques prêtent encore? Voilà une vraie question. Ça nous fait une belle émission bien dense avec vous deux. Et plein de questions à lui poser, Cédric. J'ai plein de questions à lui poser parce que effectivement, vous savez que ça fait plusieurs mois qu'on dit que c'est très compliqué d'emprunter auprès des banques, et que c'est une tendance malheureusement qui est générale. Malgré tout, il y a quand même des différences entre l'une ou l'autre, et ces points-là que nous allons évoquer aujourd'hui pour dresser un panorama le plus complet possible, banque par banque, afin de pouvoir orienter nos auditeurs vers celles qui prêtent encore. Et puis on va voir à quel taux. Alors, je viens de le dire, Christophe, on a beaucoup de disparités entre les banques. Est-ce que déjà on peut les catégoriser déjà dans un premier temps, par exemple, je sais pas, en fonction de l'implantation, et peut-être même de leur cible de clientèle? Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a des différences importantes. Il faut bien les avoir à l'esprit parce qu'elles n'adressent pas toute la même clientèle. Les banques généralistes, on les connaît, c'est celles qui ont pignon sur rue, dans lesquelles on est à peu près tous clients. Ça va être Crédit Mutuel, CIC, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Banque Populaire. Quand on monte ensuite en gamme, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'autoproclame, on va avoir des banques nationales du type BNP Paribas, Société Générale. Et puis après, dans les banques qu'on qualifie, nous, de banques patrimoniales, des banques moins connues du grand public, qui vont être la BPE, par exemple, c'est une filiale de la Banque Postale, la Banque Palatine aussi. Voilà, donc ça c'est important parce que il est évident que ces banques-là ne vont pas prêter aux mêmes catégories, entre guillemets, de clients. Par exemple, la Banque Palatine va vraiment réserver ses crédits, d'autant plus qu'elle a des enveloppes assez restreintes, va réserver ses crédits à la clientèle patrimoniale, là où la Banque Postale va évidemment faire du très généraliste. La deuxième distinction, au-delà de la clientèle, c'est celle effectivement pas de l'implantation, mais en tout cas du caractère national ou régional. Il y a des banques nationales, BNP Paribas, Société Générale, LCL. Il y a des banques régionales pour le coup, en tout cas qui ont des directions régionales. Ça va être Banque Pop, CIC, Crédit Mut, Caisse d'épargne. Et c'est vrai que la différence en termes d'approche est différente aussi. Alors, pour revenir sur les cibles, maintenant, si je prends votre exemple, et je suis un primo-accédant, j'ai 25 ans, et puis je suis rentré à la BNP pour ouvrir un compte, et puis tout d'un coup je vous souhaiterais faire un prêt immobilier. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas la bonne cible pour cette banque et que par conséquent j'ai moins de chances d'obtenir un crédit immobilier ou dans des moins bonnes conditions? Est-ce que ça voudrait dire ça? Tout à fait. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui effectivement plein de clients qui sont bancarisés quelque part, mais il s'avère qu'au moment de contracter un crédit immobilier, on se rend compte qu'on n'est plus forcément dans la cible. Si je prends le cas de BNP Paribas, c'est une banque effectivement qui aujourd'hui se positionne plutôt sur le haut de gamme. Donc effectivement, le jeune actif de 25 ans qui n'a pas forcément beaucoup d'apports et qui n'est pas forcément dans les grilles de revenus des banques, parce que c'est souvent comme ça que les banques classifient aussi les clients, c'est en fonction des revenus. Il y a de fortes chances que soit BNP Paribas ne lui prête pas, ou alors qu'elle lui fasse une proposition qui est déconnante en termes de taux, puisqu'encore une fois, il ne coche pas les cases des revenus qui lui permettent d'obtenir les taux les plus bas. Et auquel cas, il fera mieux d'aller voir, si son dossier tient la route, éventuellement un Crédit Agricole, une caisse d'épargne, qui sera moins vigilante à ce critère de revenus. Alors là, vous avez cité des banques, un petit peu en bouquet, comme ça, en vrac. Est-ce qu'il y a un classement là, des banques en fonction de leur capacité ou juste de leur volonté de vouloir prêter en prêt immobilier? À l'heure actuelle, pour ce qui est du premier trimestre 2023, on a un tiercé dans l'ordre Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Banque Pop. Voilà, je ne l'ai pas joué, c'est dommage. Il ne faut pas l'avoir dans le désordre. Non. C'est les trois banques qui aujourd'hui sont les plus volontaristes et qui pratiquent aussi des taux sympas. Alors après, tout ça, c'est Crédit Agricole, Caisse d'épargne dans l'ordre, Crédit Agricole et Banque Populaire. Okay. Mais là, c'est sur la volonté de prêter, c'est qu'ils ont une enveloppe de départ, ou c'est aussi sur de l'agressivité au niveau des taux? Alors les deux. Nous, de manière générale, moi, ça fait 15 ans que j'ai pratiqué le courtage en crédit. On s'est assez rapidement rendu compte qu'on bossait beaucoup plus avec les banques régionales que les banques nationales. D'où la distinction dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ça doit être observé chez tous les courtiers. C'est quasiment 70% de nos dossiers qu'on fait avec les banques régionales. Ça, c'est un point. Donc le Crédit Mutuel n'est plus une banque régionale? Alors si, Crédit Mutuel en fait partie. Direction régionale. Il n'est pas dans le tiercé. Il n'est pas dans le tiercé, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, donc pour répondre à la question de Cédric, en termes de volonté, il y a effectivement ces trois banques-là. Le Crédit Mutuel, c'est plus compliqué parce que en plus il y a cette espèce d'hégémonie de chaque caisse, donc chaque directeur de caisse fait un petit peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour ce qui est des trois là que je qualifie moi les plus volontaristes, effectivement en termes de taux,
c'est celles qui sont les mieux placées, notamment la Caisse d'épargne, qui est à l'heure actuelle bien 0,15, 0,20 en dessous de quasiment toutes les autres. Et après, c'est sur leur capacité à s'adapter aux contraintes qu'on a aujourd'hui, dont j'ai souvent parlé ici. La première, c'est le taux d'usure, dont on a souvent parlé dans l'émission. Et la deuxième, qu'on a presque oublié parce que le taux d'usure est devenu prépondérant, ce sont les fameux critères HCSF, donc les critères de la Banque de France, qui ont resserré les notions de taux d'endettement. Et aujourd'hui, ces trois banques-là vont trouver des solutions. Je donne quelques exemples précis. Un Crédit Agricole aujourd'hui, un primo-accédant peut encore avoir accès à une enveloppe de 20 000 euros à un taux beaucoup plus bas que le taux du marché. Donc c'est une espèce d'enveloppe bonus. Le Crédit Agricole fait aussi ce qu'on appelle les doubles lignes, c'est-à-dire que plutôt quand on veut contracter un prêt sur 25 ans, plutôt que d'avoir une ligne de prêt sur 25 ans à 3%, le Crédit Agricole va le diviser en deux. Ils vont faire une ligne de prêt sur 15 ans qui va être grosso modo aller à 2,50 et celle sur 25 ans à 3, mais on va obtenir du coup un taux moyen plus bas. Ça, c'est intéressant aussi. Sur la notion du taux d'usure, pour essayer d'échapper effectivement à cette espèce de plafond de verre, la Caisse d'épargne, par exemple, va faire des dérogations importantes sur les tarifs de son assurance, puisque le coût de l'assurance rentre dans le calcul du TAEG et c'est ce qui va effectivement être confronté au taux d'usure. Donc voilà, là, on a des banques qui à la fois sont agressives et sont arrangeantes aussi par rapport aux contraintes qu'on connaît actuellement. Donc il y a quand même des banques qui prêtent. Mais là, vous parliez de 20 000 euros, c'est un prêt de supplément, c'est pas... Bien sûr, ouais, c'est ça. C'est un bonus par rapport à une enveloppe globale. Si on a besoin de 200 000 euros, par exemple, il y aura 20 000 euros à ce taux super intéressant et les 180 000 autres en prêt classique. Ouais. Je rebondis sur votre question parce que là, le souhait d'avoir Christophe Ecker en 2023 de manière récurrente, c'est-à-dire tous les mois, c'est aussi que l'on refasse ce classement qui va bouger en fonction des stratégies des banques. Donc tous les mois, on refera... ce classement et puis les taux, j'aimerais bien juste que l'on en parle. Vous avez évoqué le sujet rapidement. Oui. Maintenant, quand on a ce classement là, l'auditeur il se dit maintenant les taux ont fortement augmenté depuis un an. Aujourd'hui, on emprunte à quel taux et quels sont les meilleurs taux sur une durée donnée? Alors là aussi, il y a une tendance du moment, c'est qu'il y a énormément de différences entre les banques. Sur 25 ans, on va pouvoir naviguer entre 2,80 et 3,60. C'est énorme, hein, une différence de 0,80 entre les banques. Aujourd'hui, la banque la mieux placée, je le disais tout à l'heure, c'est la Caisse d'épargne, où effectivement on peut encore trouver ce genre de conditions, talonnées donc, par le Crédit Agricole. À l'inverse, on peut observer effectivement dans certaines caisses de crédit mutuel des taux effectivement qui vont être au-delà de 3,50. C'est assez impressionnant. Et, sur 25 ans. Sur 25 ans. C'est le plus haut taux, évidemment. La plus longue durée, ouais, effectivement. Et beaucoup sur 30 ans, je crois. Ça se fait quasiment plus, effectivement. Surtout pas au taux actuel. Malheureusement, ça va peut-être revenir. Ouais. Alors maintenant, vous avez parlé des cibles. Si maintenant je souhaite acheter dans l'ancien, dans le neuf, est-ce qu'il y a des banques qu'il vaut mieux aller voir lorsque j'achète dans l'ancien que dans le neuf? Ouais. Là aussi, une grande différence entre un crédit dans l'ancien et dans le neuf. Le premier critère auquel il faut être très très attentif, c'est ce qu'on appelle nous la période de franchise. C'est-à-dire que pendant la construction, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon crédit? Je suis locataire, j'ai 800 euros de loyer, j'ai contracté un crédit pour un appartement qui va m'être vendu ou plutôt livré dans 24 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 24 mois? Est-ce que je paye mon loyer et en plus ma mensualité? Est-ce qu'au contraire la banque accepte de décaler mes mensualités jusqu'au moment où je rentre dans mon appartement? Si c'est le cas, est-ce que ces 24 mois où le prêt a été différé viennent en plus de la durée totale où sont déduits? C'est hyper important. Et effectivement, ça, c'est le premier critère auquel il faut faire attention. Par exemple, le Crédit Agricole, les 2 années de différé, donc de franchise, viennent s'ajouter à la durée totale, ce qui est très bien, puisque si ce n'était pas le cas, on viendrait réduire de 2 ans la durée du crédit, donc mécaniquement, les mensualités augmenteraient. Ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention. Et après, il y a certaines banques qui sont plus... pour parler trivialement, plus emmerdantes que d'autres sur les modalités de déblocage. Certaines banques chez lesquelles c'est très compliqué de débloquer des fonds dans le cadre d'une construction parce qu'il faut limite le casier judiciaire de l'artisan. Enfin, c'est assez aberrant, alors que d'autres, on leur présente la facture remonte au siège, elle est décaissée, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc je dirais effectivement période de franchise. Là, c'est le cas dans l'ancien quand il y a des travaux. Anciens travaux ou construction dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre. Si effectivement on est dans le cadre d'un contrat de construction CCMI, donc un contrat de construction encadré, ou dans le cadre d'une promotion avec des appels de fonds, donc VFA, là il n'y a pas de difficulté, puisqu'effectivement c'est contractuel, donc il n'y a aucun problème. L'autre point aussi auquel il faut faire attention quand on achète dans le neuf, notamment dans le cadre d'une construction d'une maison individuelle, c'est que certaines banques mandatent un expert qui s'appelle Verifimo, qui bosse pour certaines banques. Je pense notamment à Société Générale, LCL, BNP Paribas, je suis quasiment sûr aussi, et qui lui peut
parfois être assez embêtant aussi, notamment sur des contrats de maîtrise d'œuvre, où c'est assez compliqué de passer par ce filtre-là de Verifimo. Ouais. On n'a pas parlé de l'ancien, parce que là, vous avez beaucoup parlé du neuf. L'ancien, il n'y a quasiment pas de difficulté, il n'y a pas de spécificité dans les banques, hormis l'ancien avec travaux. Bon, aujourd'hui, l'ancien, n'importe quelle banque le finance assez facilement, sauf si, allez, je prends quand même un cas parce qu'on l'a un petit peu rencontré, notamment à l'époque où on avait des agences en Moselle. On trouvait parfois des biens, des maisons qu'on pouvait acheter 50 000 euros, mais avec 150 000 euros de travaux. Certaines banques étaient complètement réfractaires à ça. Pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas certaines que les travaux seraient faits dans les règles de l'art et que du coup la valeur du bien à l'issue serait cohérente. Quoi. Avant de parler des taux, peut-être l'importance de l'apport perso. Oui. Plus on a un apport perso important, moins les banques pourraient refuser un prêt, non ? Alors, ce qui est certain avec l'apport, c'est que moi qui interviens dans cette émission depuis un certain nombre d'années, au début de mes interventions, je disais qu'on pouvait encore emprunter sans apport. C'était à peu près il y a 2 ans. C'est aujourd'hui plus possible, quasiment plus possible. Il faut vraiment d'autres points forts dans le dossier qui permettent effectivement à la banque de déroger sur cet aspect-là. Donc l'apport, je le répète quand même parce que c'est un point important, on ne demande pas non plus un certain pourcentage du montant de l'opération. On entend souvent des chiffres circuler du 25-30%, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est demandé quand les banques parlent d'apport, c'est de couvrir les frais. En l'occurrence, dans l'ancien, par exemple, quand on achète, on a des frais de notaire, des frais de garantie, des honoraires si le client passe par un courtier en crédit. Tout ça, la banque demande à ce que ce soit financé via l'apport personnel. Ça représente à peu près 10%. Donc on a un projet à 200 000 euros, il faut apporter 20 000 euros. Dans le neuf, ça va être beaucoup moins important parce que les frais de notaire sont beaucoup moins chers dans le neuf que dans l'ancien. Et donc l'apport pourra être beaucoup plus faible, mais la banque ne demande pas plus que ça. L'apport, finalement, c'est un peu l'engagement que met le client pour démontrer qu'il veut faire son opération, et la banque amène ce qu'elle amène en termes de crédit et lui apporte son pécule. Ouais. Il y a un gros apport Alors, paradoxalement, que vous mettiez 15% ou 50% d'apport, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne sur le taux. Ce qui va réellement impacter le taux, c'est plutôt vos revenus. Je ne vais pas dire qu'on prête qu'au riche, c'est pas vrai. Mais par contre, la banque s'intéresse au profil du client au regard de ce qu'il va lui apporter ensuite en termes de flux. Il faut savoir que la banque, elle gagne de l'argent en fonction des flux qui circulent sur les comptes. Et en l'occurrence, un client qui va gagner 100 000 euros à l'année représentera aux yeux de la banque un potentiel plus important qu'un client qui en gagne 20 000. Alors justement, les taux. On en a parlé. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Oui, on a parlé. Non, on n'a pas parlé des pourcentages actuels. Enfin, si, on l'a dit. On l'a dit, mais vous étiez en train de dormir. C'est pas grave. Non, mais on n'a pas dit sur 10 ans, c'est tel taux, sur 15 ans. Non, on a parlé de 25 ans, où je parlais effectivement. 25 ans, parce qu'on en prête généralement sur 20 ou 25 ans. Voilà, on ne peut pas avoir le chiffre sur 10 ans alors. Vous voulez 10 ans, allez, de tête, on doit être autour de 2,30. 2,30. Ouais. Je me souviens de taux où on disait que c'était 0,81 il n'y a pas si longtemps. C'était il y a un an, quelques semaines. Ouais. Sur 20 ans, on empruntait encore à 0,95. Ceux qui hésitent encore. On en est où ? Ça va encore augmenter ou pas ? On en a déjà parlé dans une précédente émission le mois dernier. Ouais, mais ça évolue tout le temps. Non, ouais, pour l'instant. Moi, j'ai toujours mon pari à 3,50 et 3,50. Et Christophe on parlait sur 20 ans. Hein. Moi, je considérais qu'on allait plafonner autour de 3,10. Ouais. Voilà. On verra qui gagnera. Ok. On avait dit à échéance juin. On fait le point dans cette émission dans Igloo avec Christophe Ecker, spécialiste des crédits immobiliers. Merci Christophe. Merci à vous. Merci Cédric. Merci. L'émission, comme toutes les autres, et celle avec Christophe Ecker, sont disponibles sur la chaîne YouTube, sur Igloo on Air, ça c'est sur Facebook, sur topmusic.fr. Évidemment, à bientôt. Salut.